Loïs va vous parler aujourd'hui d'un thème qui est connexe à la médecine et à la science, puisqu'il a fait des études de médecine. Il est médecin de formation et lui aussi est entrepreneur. Il a monté une marque dans les lunettes et il vous en parle tout de suite. Tout à fait. Du coup, donc, déjà, je suis super content d'être avec vous et puis de pouvoir parler avec vous. Donc, je m'appelle Loïs Kedoshim. Certes, j'ai fait médecine, mais avant ça, moi, je voulais être pilote d'avion. Et donc, pilote d'avion dans l'aviation civile. Et pour être pilote d'avion, il faut en fait avoir un parcours d'ingénieur. Et c'est quelque chose, même si les sciences m'intéressaient énormément, c'est quelque chose qui finalement ne m'intéressait pas en termes de débouchés. Et je voyais que le concours allait être extrêmement dur pour être pilote d'avion. Il y a environ 2% des personnes qui sont admises à l'École nationale d'aviation civile à Toulouse. Et je me disais, si jamais je rate, ça veut dire que je suis ingénieur. J'ai beaucoup de respect et d'amour pour les personnes qui sont ingénieurs, mais personnellement, j'avais du mal à concevoir ça. Et du coup, je me disais, mais comment est-ce que je peux trouver ma voie ? Et pour trouver ma voie, je me disais, je veux être utile pour les gens, pour les autres. Je veux me sentir libre dans mon exercice et je veux me sentir bon dans ce que je fais. La chose dans laquelle je me disais, la chose qui va lier ces trois piliers-là, ça va être la médecine. Parce qu'en fait, quand on est en voie générale, donc en sciences notamment, typiquement, ça va être 30% des gens ils vont aller en médecine, 30% en droit quand même, 30% en commerce, 10% autre chose. Et puis après, il y a plein d'expériences et les gens finalement bifurquent. Donc moi, je suis allé en médecine sans jamais remettre en cause mon parcours. Je me disais, moi j'aimais le sport, j'aimais la médecine, j'aimais la science, j'aimais le corps humain, j'aimais la vie en fait. Je voulais comprendre comment fonctionne la vie. Et du coup, donc en médecine, j'ai fait mon bout de chemin. Je fais la première année en me disant, ok, le concours de première année, il est cruel, etc. Mais allez, c'est que la première année. Après, c'est facile. Après, c'est pas facile, du coup. Après, c'est pas facile. Donc la deuxième année, en première et en deuxième année, déjà, en fait, là maintenant avec ce que je fais actuellement, qui a plus, c'est vrai, une expertise sur le thème notamment de la lumière et de la vie en général, eh bien, je me rends compte de problèmes immenses que j'avais dans ma vie en première et en deuxième année, qui prenaient beaucoup de place et en fait qui étaient liés à mon environnement lumineux. Donc déjà, je commence à parler de la lumière, mais j'ai envie d'éviter pour le moment. Mais en gros, en première année de médecine, j'avais énormément d'acné, alors que donc j'avais 17 ans et demi, 18 ans, et j'avais eu une peau nickel avant. Et bien sûr, problème de sommeil, problème d'anxiété, même si j'arrivais relativement bien à la gérer en première année, donc ça avait passé. Mais deuxième année, c'était pareil. Et en plus, je me souviens même, j'avais cherché la solution, parce que l'acné, elle était vraiment sévère, et je cherchais la solution dans l'alimentation. En fait, petit à petit, j'éliminais un aliment par un, et je suis devenu carrément anorexique en fait. Alors, j'ai jamais été diagnostiqué et tout, je suis jamais allé voir un médecin pour ça. Mais c'est vrai que mon médecin me disait, mais t'as perdu énormément de kilos. Je pesais 56, 57, 58 kilos quoi. Et 58 kilos encore, c'est plus quand je faisais plus de sport, mais je sais que j'ai été dans les 56 kilos. Et tout ça parce qu'en fait, je cherchais la solution dans l'alimentation et je l'ai pas trouvé. Les boutons, ils étaient toujours là. Et du coup, après, troisième année, en fait, j'ai eu des rencontres quand même qui ont été très intéressantes, notamment celle d'un ami qui s'appelle Marc-Antoine. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en deuxième année, j'ai rencontré deux amis qui s'appellent Marc-Antoine. Et du coup, les deux sont sportifs, mais il y en a un des deux qui, quand moi, au lycée, je faisais du ping-pong, du tennis de table, ce qui est un sport que j'adore, lui, en fait, il faisait les championnats de France de triathlon. Et moi, je m'étais mis gentiment à faire de la course à pied le dimanche pendant la première année et un peu en deuxième année. Je pensais que j'étais relativement bon en course à pied. Et un jour, j'ai fait une sortie avec lui et j'ai compris que j'étais totalement nul. Et en fait, ça m'a ouvert la porte à, je dirais en premier lieu, au sport dehors, qui a été vraiment un grand changement dans ma vie. Et deuxièmement, la progression, je dirais, mentale de savoir qu'en fait, il suffit de se fixer un objectif ou de savoir dans quelle direction on veut aller, de mettre toute l'énergie qu'on peut pour aller dans cette direction-là. Et en fait, les résultats peuvent vraiment être bluffants. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années et beaucoup d'efforts, avec Marc-Antoine, on faisait beaucoup de sport ensemble, donc du trail et du vélo. Et en fait, finalement, on avait le même niveau, voire ça dépendait en fonction des entraînements de chacun, mais des fois, bien sûr, je le battais, des fois, il me battait. Et si je dis ça, c'est vraiment pour vous dire que dans mon parcours, le sport, ça a été hyper important mais mentalement, pour être concentré quand on travaille et surtout pour pas abandonner quand il y a des obstacles
sont franchement énormes, qui sont bien sûr financiers, mais aussi sociaux. Je pense que la première raison pour laquelle on n'entreprend pas, en fait, c'est la pression sociale. C'est pas financier, c'est... pour moi, je me disais quoi ? Je me disais, mais je suis en 7e année de médecine, tu vas pas être entrepreneur, Loïs, qu'est-ce qu'ils vont dire les collègues ? Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, si en fait. Et puis du coup, je l'ai fait, et j'ai continué. Et quand on me disait, mais passe ta thèse, fais ci, fais ça, je dis non, je continue dans mon truc parce que je sais que ça va être utile. Et parce que j'étais convaincu de certaines choses, de certains, je pense, piliers pour un produit ou pour un service ou pour en tout cas apporter de la valeur à des gens. Et premier truc quand même, du coup, en fait, moi je savais pas que ça allait être que ça allait être quelque chose sur l'entrepreneuriat. Moi, j'allais vous parler vraiment de lumière, de santé, et comme d'habitude, je fais quelques lives Instagram, des choses comme ça, des podcasts, et très souvent, je parle, c'est passionnant pour moi, je pourrais en parler des heures, mais je dis toujours les mêmes choses. Et sauf que là, ce que j'aimerais vraiment bien dire, c'est que Charles, la façon dont je le connais, c'est très atypique, et au final, je pense que ça résume ça résume, ça met en valeur l'importance dans l'entrepreneuriat de parler aux gens, de vraiment parler aux gens. Et puis aussi de pas forcément prendre des risques, mais juste suivre son instinct, faire le test. Au pire, on a perdu un petit peu de temps, un peu d'argent, mais ce qui compte au fond, c'est qui est-ce qu'on rencontre. Et parce que Charles, en fait, rien ne m'a amené à le rencontrer. Donc moi, je suis né à Saint-Mandé, maintenant j'habite plus en Suisse qu'à Paris, mais aussi parce que du coup, de mes 4 ans à 8 ans, j'avais habité en Suisse, donc j'avais eu quand même la chance de connaître quand même ce cadre de vie qui est avec des gens aussi très respectueux quand même, parce que moi, voilà, j'ose le dire, quand j'habitais à Lyon et puis que j'allais à vélo au travail, à l'hôpital, des fois j'avais vraiment l'impression de risquer ma vie sur la route, et c'était le cas en fait, et en Suisse c'est différent. Mais donc, de mes 4 ans à 8 ans, j'ai été en Suisse, et en 2021, moi je suis revenu en Suisse, et à ce moment-là, du coup, bonsoir. À ce moment-là, j'étais interne en médecine, du coup, donc un peu un fast-forward, mais j'étais interne en médecine en 9e année. Du coup, je suis arrivé en novembre 2021, mais j'avais déjà commencé ma démarche entrepreneuriale, donc à 5h du matin, avant d'aller à l'hôpital, je me renseignais le plus possible sur un sujet dont je vais vous parler. Et sauf que donc j'ai arrêté médecine en me disant ensuite, donc à partir de avril 2022, en me disant je vais tout donner pour ma marque de lunettes dont je vais peut-être vous parler aussi. Et sauf qu'en fait, même si c'est un produit incroyable, je pourrais vous expliquer pourquoi il est incroyable, et en fait, il n'y avait pas grand monde pour l'acheter. Et je me disais, mais mon Dieu, mais les gens ne sont pas intéressés à être en meilleure santé. Les gens, en fait, veulent juste des lunettes pour voir net. Et jamais je vais réussir à... Moi, j'avais créé mon site web, je passais des heures à faire des articles de blog pour essayer d'être référencé, le SEO, d'être dans les premiers, puis d'avoir du trafic, et puis ensuite d'avoir des ventes. Mais sauf que, en ce qui concerne ma marque, mon produit, c'était pas du tout la bonne solution. Donc déjà, un truc pour l'entrepreneuriat, c'est juste d'essayer d'aller dans la bonne direction, et puis de se rendre compte de quand on fait des erreurs, parce que j'ai quand même dépensé beaucoup d'énergie dedans, mais au final aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, donc à partir d'octobre 2022, je me suis dit, allez, je vais changer. Les gens, ils veulent plus de clients en fait. Donc je vais aider certaines personnes à avoir plus de clients. Et après, je me suis dit, Loïs, tu as été en médecine, donc en fait, je vais aider les médecins à avoir plus de patients. Après, je me dis, il faut faire attention, il faut que ce soit éthique, donc on va faire des sites internet, on va faire des pages de vente, des trucs comme ça. Ça m'a appris du coup certaines compétences techniques, sans que je sois développeur non plus, et j'ai toujours besoin d'un développeur par exemple. Mais quand même, au moins on parle le même langage, donc ça a toujours été aussi important par rapport à mon parcours. Et du coup on arrive à la médecine esthétique, parce que en mars 2023, je me suis dit, début mars 2023, j'ai vu que fin mars 2023, il y avait le plus grand congrès sur la médecine esthétique au monde, qui s'appelle l'AMWC, et je me suis dit, allez j'y vais. Et franchement, j'avais pas d'argent, mais je me suis dit, j'y vais. Donc, j'ai pris un avion de Genève à Nice. Ouais, à Nice. J'ai dormi chez mon cousin à Cannes. Et puis, tous les matins, du coup, j'allais à Monaco pour faire le congrès et rencontrer du monde, en fait. Apprendre, rencontrer du monde et leur faire comprendre aussi que je pouvais leur amener plus de patients. Et donc, j'ai rencontré des personnes. Et en fait, parmi les personnes que j'ai rencontrées, Charles, c'est incroyable comment on s'est rencontrés.
J'étais à une conférence sur de la médecine esthétique. Du coup, j'étais content parce que là, avec mon parcours, je comprenais les choses et tout, et j'apprenais des trucs. Bon, c'était pas non plus ma passion, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai changé après. Enfin, je suis revenu sur le naturel, enfin, sur vraiment sur ce qui m'anime, quoi. Mais sauf que il y avait une personne, un jeune, qui avait fait une super présentation, alors qu'il y avait des vieux, et franchement, ils n'avaient pas fait des bonnes présentations. Et le jeune, il avait fait une super présentation. Qu'est-ce qu'on appelle les vieux ? Pardon, 75 ans, 75 ans. Désolé, voilà. Ça s'appelle... Oui, je sais, mais ça s'appelle... C'est le temps qui passe. Dans tous les cas, moi aussi, je suis vieux. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai. Déjà, je suis plus vieux que ce que vous pouvez penser. Il y a toujours plus jeune. Et du coup, je vais voir la personne en fait qui a fait une super présentation. J'ai félicité. Et le contact est bien passé. Et puis il m'a dit, donc il était italien. Et puis il m'a dit, ah mais moi je vais partir, mais tu devrais aller voir la présentation de cette personne-là. Je suis allé voir la présentation de cette personne-là le soir même. Et cette personne-là, on s'est bien entendu. Le lendemain, il m'a dit, faudra qu'on se revoie au congrès. On s'est revus au congrès. Et moi, le soir même, je devais aller au dîner de gala, qui c'était, on va dire, la voie normale. Et puis cette personne m'a dit, non, mais en fait, le dîner de gala, moi, je connais, parce que c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien le milieu. Et il m'a dit, non, les dîners de gala, je connais, c'est pas super. Viens, on va plutôt à cette soirée-là. Il y a telle personne que je connais. Enfin, voilà, 2-3 personnes qui le connaissaient. Et du coup, je m'assois donc au restaurant, et à ma gauche, il y avait Charles. Et en fait, avec Charles, on a parlé pendant toute la soirée. Et en fait, si j'avais pas pris ce billet d'avion, si j'avais pas parlé à la première personne, si j'étais pas allé à l'autre, et ben voilà, je serais jamais là, quoi. Donc simplement, c'est juste de parler aux gens. Enfin, moi, c'est pas une leçon que je donne, hein, c'est une leçon que moi je retiens et que j'appliquerai tout le temps, c'est de parler aux gens et aussi de se dire qu'on n'a rien à perdre à déjà aller voir les gens et puis aller au congrès, aller aux événements, etc. Et de faire quand même attention au temps qu'on dépense. Voilà. C'est aussi, bien sûr, de savoir assez rapidement à qui on a affaire. Des fois, on n'a pas forcément non plus toute la journée à pouvoir accorder à quelqu'un. Et donc, avec le marketing en fait, dans l'esthétique, ça marchait pour quelques clients, mais en fait, j'étais pas aligné avec ce que je faisais. Et puis j'avais aussi même cette impression de perdre du temps, à parler à des gens en fait qui n'avaient pas assez confiance en quelque chose en quoi moi j'avais confiance et qui d'ailleurs justement leur apportait des résultats. Mais ça m'embêtait de devoir convaincre des gens sur quelque chose de technique, sur quelque chose de, pour moi, pas si humain que ça. Parce que le marketing dans l'esthétique, ça revient quand même à faire comprendre à des gens qui... Bon, je dis ça dans une clinique esthétique, mais de faire comprendre à des gens qu'ils peuvent avoir accès à des soins esthétiques qui vont certes améliorer leur beauté, mais en fait, il y a quelque chose plus profond, plus fondamental, qui améliore plus leur beauté. Et en fait, c'est la prévention et c'est la nature. Et donc, 2e année de médecine, j'allais pas bien. 3e année, 4e année, 5e année, 6e année, j'allais franchement très bien, à part en 6e année où je me suis... Voilà, bon, bref, où il y a eu une voiture qui m'a cassé la jambe à Lyon, ce qui a fait que j'ai commencé à éviter un peu plus les grandes villes. Mais du coup, 3e, 4e, 5e, 6e année, je faisais énormément de sport dehors, donc trail, vélo. Et je me rendais compte que j'étais beaucoup plus concentré sur mes cours, que j'évitais les écrans. Pendant 1 an et demi, j'avais pas de smartphone. J'avais juste un petit Nokia incassable, j'avais même pas de Wi-Fi chez moi, et j'étais vraiment, en fait, un peu une bête de concours. Mais c'est ce qu'on veut que vous soyez si vous êtes en médecine et que vous avez le concours de 6e année. Donc le concours de 6e année, en gros, j'étais relativement bien préparé sauf qu'en février, il y a eu une voiture qui nous a foncé dessus avec mes amis. Et après, c'était procédure judiciaire, et puis moi, donc pour ma jambe, j'étais en béquille, et c'était pas le top pour passer le concours, mais ça encore, pour moi, ça a été une épreuve qui a forgé mon mental, en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis vraiment... Aussi, j'ai compris la valeur de ma vie. J'ai compris la valeur d'une journée. En fait, c'est vraiment le fait de voir la voiture comme ça, et de savoir que c'était probablement terminé, qu'il y avait des chances que ce soit terminé. Et j'ai compris la valeur de ma vie, et que ensuite, quand je suis arrivé pendant l'internat de médecine, et que là, c'est 70 heures par semaine, payé 1 500 € par mois,
pour avoir la responsabilité de la vie des patients. Et puis moi, du coup, en l'occurrence, j'étais en pathologie, donc anatomopathologie, c'est le diagnostic des maladies au microscope. Donc c'est notamment le diagnostic des cancers. Quel cancer c'est? Est-ce que c'est un cancer ou pas? Quel traitement? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne se trompe pas? Et malgré la quantité de travail qui est énorme, les outils qui ne marchent pas, des fois les collègues qui ne veulent pas travailler, ça existe. Et franchement, je me sentais pas vraiment à ma place et surtout, j'avais l'impression de perdre mon temps et mon énergie. Et il y a une loi qui est hyper importante et que je l'ai entendue après avoir arrêté médecine, mais pour moi, elle est très très vraie. C'est la loi de l'utilisation en gros, the law of use. C'est que ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Si, quand on se casse le bras, on arrête d'utiliser le bras, et ben en fait, on a quoi? On a une capsule rétractile et après, on ne peut plus trop utiliser son épaule. Et c'est pareil avec l'énergie en fait. Quand moi, du coup, j'utilisais pas mon énergie pour des projets qui puissent être utiles aux autres et en même temps qui puissent me rendre heureux, et ben je savais que c'est pas à 40, 50, 60, 70 ans, 70 ans que j'allais avoir la force. Ça veut pas dire pas l'idée, mais et ça veut pas dire que c'est impossible de le faire à 50, 60 ans, mais je savais que les probabilités diminuaient. Et donc c'est l'élément déclencheur pour moi, ça a été le Covid que j'ai eu et aussi lié déjà en fait l'épisode Covid où j'ai commencé à perdre un peu plus confiance en le système établi, on va dire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que finalement, pour ma santé, ce qui comptait le plus, c'était mes choix à moi. C'est pas le système de santé dans lequel je suis. Pour ma carrière, pareil. Et on a beau dire, oui, il faut être bien envers le chef de service, etc. En fait, finalement, ça s'avérait être plus de la politique pour moi que de la médecine, si je voulais réussir ma vie, en gros. Et même aussi, surtout pour les patients, je me rendais compte que ce qu'on utilisait, ce qu'on faisait, en fait, j'avais l'impression, j'avais le sentiment tous les jours de réparer des pots cassés. C'est-à-dire que tous les jours, diagnostic de maladie grave, tout le temps. Et en fait, ça pèse sur tout le monde. Maintenant, on peut s'y habituer. Moi, je m'y habituais, ça allait. Mais je me disais, mais en fait, sinon, les gens, ils pourraient... Pas tout le monde, mais je pourrais faire quelque chose peut-être qui aide les gens à être en meilleure santé. Et en fait, quand on touche à la santé, on touche à toute la vie. On touche au bien-être, on touche à la performance, on touche à l'accomplissement de la vie qu'on veut accomplir. Et ça, en fait, je l'ai découvert un peu après. Mais donc avec le Covid, surtout, moi, quand j'ai eu le Covid en novembre 2020, j'ai eu déjà 3 jours vraiment down, j'étais mort. Mais les jours d'après, j'allais un peu mieux. Et c'est comme si j'avais eu un appel, comme une vision où je me disais, je crois que c'est la fenêtre temporelle où il faut que je pense à faire quelque chose absolument. Et ça faisait déjà plusieurs mois que que j'avais lu différents livres, certes sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur la philosophie, notamment Marc Aurèle, ça a changé ma vie, ce livre de Penser pour moi-même. Pareil, qui m'a fait comprendre à quel point la vie était très courte. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'avais plus peur de la pression sociale dont je vous ai parlé, et j'avais plus peur même des contraintes financières, parce qu'au début, on n'a pas d'argent. Et plus peur de la prise de risque, parce que je me dis, dans tous les cas, déjà, pour moi, c'est une vie bonus que j'ai, parce que j'aurais très bien pu mourir ce soir-là avec la voiture en février 2019. Et aussi, dans tous les cas, aussi, la voie vers laquelle je vais, ça ne me va pas. Et rien qu'à regarder, par exemple, mes collègues seniors, qui étaient d'excellents médecins, mais qui n'étaient pas heureux. Et je me disais, je ne vais pas aller vers ça. D'autant plus aujourd'hui, si on ajoute maintenant la digitalisation de toutes les professions, tellement de choses qui changent, et la pathologie, donc l'anatomopathologie, n'y fait absolument pas exception. Et même, je me disais, aujourd'hui, même une intelligence artificielle fait mieux le diagnostic que des anatomopathologistes sur beaucoup de choses déjà. Alors, les anatomopathologistes ont toujours leur travail, peut-être pendant très longtemps, mais je ne pense pas pour toute la vie. Et pour beaucoup de métiers, c'est comme ça. Et donc je suis arrivé avec, si vous voulez, un peu ce mental de « Ok, le sport, c'est-à-dire tu reçois ce que tu donnes. Dans l'entraînement, tu te donnes, au final, à la compétition, tu gagnes ou tu es bien classé. Et puis, l'idée de ce que pensent les autres, je m'en fiche. » Et en fait, en novembre 2020, donc là, à ce moment-là, j'ai acheté un ordinateur.
Et j'ai commencé, j'avais pas d'ordi, et j'avais déjà commencé plus ou moins mon projet entrepreneurial parce que j'avais déjà un petit peu l'idée sur un cahier. Sur un cahier, je notais tout. Je notais même des phrases marketing, des trucs comme ça, parce qu'au début, on pense qu'à vendre la chose. Enfin, moi, c'était ça, je pensais à vendre la chose. Alors, certes, j'ai fait quand même les recherches, mais aussi en même temps, en parallèle, je pensais à vendre la chose. Et sauf que ce qui comptait le plus à cette période-là, c'est pas du tout ce à quoi je pensais pour le marketing, mais c'est vraiment la base. Et en ce qui concerne mon produit, c'est la science. Et secondairement, mais à ce moment-là, j'étais plus sur la science, mais et secondairement, l'instinct naturel. Et donc, novembre 2020, j'ai fait énormément de recherches sur la lumière bleue artificielle. Je me disais, ok, c'est quoi la lumière bleue? Parce que, en fait, à ce moment-là, quand même, 7e année de médecine, j'étais tout le temps devant les écrans, toute la journée à l'intérieur, dans le laboratoire, ordinateur. Un médecin aujourd'hui, il regarde plus un ordinateur qu'un patient. Et aussi, en fait, par exemple, quand je sortais faire du sport, j'avais des coups de soleil. Je vivais pas connecté à la nature. Donc là, ça va paraître dingue, c'est le moment où je parais dingue, mais j'étais pas connecté au soleil. J'étais pas connecté à mes rythmes biologiques, rythme de saison, rythme circadien notamment. Mais donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur la lumière bleue artificielle. Et au final, il y avait tellement de trucs. Au début, je voulais juste faire un article de blog d'ailleurs. Et en fait, il y avait tellement de choses. J'ai créé un e-book qui finalement faisait plus de 300 pages et parce que je me suis rendu compte que la lumière est un pilier de la vie. Et donc, j'ai compris pourquoi la lumière bleue artificielle était dangereuse. J'ai aussi pu voir l'absence de recul sur cette nouvelle technologie qui existe en gros depuis les années 1950, mais qu'on utilise à outrance depuis 1990 environ. En gros, 1992, il y a eu l'avènement des LED bleus. Les 3 personnes qui ont inventé les LED bleus ont eu un prix Nobel de physique, pas de médecine, en 2014. Et les LED bleus, c'est ça. Donc moi, elle apparaît pas très bleue. Enfin, tout ce qui vous apparaît très blanche et énergétique, ça émet en fait. Alors certes, il y a les longueurs d'onde. Ça, c'est un spectromètre. Il y a les longueurs d'onde rouge, orange. Rouge, il n'y en a pas. Orange, il y en a un petit peu. Mais bleu, vous voyez, il y a ce pic. Et je vais allumer la télé. Parce que, en fait, c'est ça, ce fameux pic de lumière bleue dont les opticiens parlent, les ophtalmologues parlent. Donc là, il y a un pic de lumière bleue. Et en fait, s'il faisait jour, je vous aurais montré la lumière naturelle qui est extrêmement différente. Ça, c'est un spectre de lumière qui est totalement discontinu, qui est allumé bien après le soleil. Et nous, les êtres vivants, on a toujours évolué avec le soleil, sauf que depuis qu'on a créé le feu en tant qu'être humain, puis les lampes à huile et ensuite le grand tournant de l'humanité, 1879, avec l'invention de la lampe à incandescence, et ensuite, deuxième grand tournant, c'est les LED bleus, on s'est découplé de ça. Et aujourd'hui, on souffre de maladies qui sont dites de maladies de civilisation, dont les animaux ne souffrent pas, dont les autres animaux ne souffrent pas, et dont nous, on souffre énormément. Et en fait, ça touche à quoi? Et c'est à ce moment-là que je commençais à comprendre ça pendant la rédaction de mon e-book, mais ça me faisait peur. Je me disais, c'est pas possible. Les yeux, c'est que les yeux. Les yeux, ça sert à voir. Mais non, les yeux, ça sert pas qu'à voir. Les yeux, c'est connecté à la peau. Et les yeux, c'est en fait toute notre vie, même pour les aveugles. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est vrai que ça m'a fait peur. Et donc, c'est là où je me suis dit, je suis pas sûr de me lancer là-dedans parce que comment faire comprendre aux gens quelque chose d'aussi énorme en fait. Que si on commence vraiment à creuser le sujet, on comprend que les TDAH, les cancers, les diabètes, les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, tout est lié en fait à notre environnement lumineux et plus généralement électromagnétique. Et là, c'est là qu'après on paraît même comme quelqu'un de complotiste dès qu'on emploie ce mot-là d'électromagnétique, alors qu'en fait, l'électromagnétisme, c'est une réalité. D'ailleurs, Albert Einstein disait que la médecine de demain sera la médecine des fréquences. Et cet environnement électromagnétique, pendant des centaines de milliers d'années, pendant des millions d'années et pendant même des milliards d'années, parce que le Soleil est là depuis 4,5 milliards d'années, la Terre, pareil, et elle tourne sur elle-même et autour du Soleil, ce qui nous donne le rythme circadien et le rythme des saisons.
Et ben, c'est là depuis 4,5 milliards d'années. Cet électromagnétisme, il est là depuis toujours, donc de la Terre et du Soleil, et aussi de façon générale des autres étoiles. Et sauf que nous, les êtres humains, ça y est, on a créé l'électromagnétisme artificiel. On a créé l'électromagnétisme, en gros, à partir de 1900. On a commencé à électriser vraiment la surface de la Terre pour s'éclairer le soir. Ensuite, on a commencé à créer des voitures et à avoir les maladies d'aujourd'hui. En 1900, le cancer du côlon aux États-Unis, c'était la 37e cause de mort. Aujourd'hui, c'est la 2e. Et c'est juste un exemple, mais parmi tellement de choses. Et moi, quand je vois, en fait, et c'est ça qui a été l'un des éléments déclencheurs aussi, quand je vois, par exemple, j'étais à Besançon, quand j'étais en 7e année de médecine, et je voyais des enfants qui étaient sur leur tablette, mais ils avaient 3 ans. Et les parents à côté, et ils ne se parlaient pas. Et en fait, ça, je vois ça maintenant tous les jours. Moi, c'était en 2020, mais aujourd'hui, on voit ça très souvent. Encore plus quand c'est... Et en plus, là, on pourrait parler du problème de la lumière artificielle, mais il y a aussi le problème plus large des ondes électromagnétiques artificielles qui sont émises par ça, aussi sonores, et qui, en fait, qui dérèglent tout. Et bien sûr qu'après, ces personnes-là ont des problèmes de concentration, ont des problèmes d'humeur, des dépressions saisonnières, des dépressions totales, enfin des dépressions complètes. Des maladies mitochondriales. Donc ensuite, j'ai commencé à m'intéresser aussi aux mitochondries, ces petites choses qui créent notre énergie et en fait, dont la médecine s'en fiche pour le moment. Pour le moment, elle s'en fiche. Pour le moment, la médecine, ce qu'elle fait, c'est pas prévenir les maladies, c'est les guérir ou prolonger l'espérance de vie de certains patients avec telle nouvelle anticorps monoclonal, etc. Et d'ailleurs, hors de prix. Et ça, c'est totalement... c'est interdit de dire ça, mais c'est hors de prix. Et donc, je me suis dit, ok, je vais essayer, donc après l'histoire avec Charles, marketing et tout, je me suis dit, non, mais en fait, je sais que c'est utile parce que moi-même, je me sens mieux avec. Mais sauf que c'est vrai que je le porte au bon moment. Je le porte pas pendant la journée, mes lunettes anti-lumière bleue. Et allez, je vais... Et en fait, l'un des grands tournants, ça a été aussi de me rendre compte que l'attention des gens, elle est où aujourd'hui ? Elle est sur leur téléphone, elle est en ligne. Et donc, sans remettre en cause, bien sûr, le fait de rencontrer les gens physiquement, ça c'est hyper important. Mais si on veut vraiment convaincre beaucoup de monde, il faut que ce soit en ligne. Et je vous passe plein de détails qui m'ont donné de très grosses leçons, comme par exemple, personnellement, faire son propre marketing en gros, faire son propre truc et ensuite recruter des gens, mais pas tout de suite déléguer quelque chose qui est aussi crucial que par exemple son marketing. Parce que moi du coup, typiquement, à ce moment-là, j'étais 7e, 8e année de médecine et je me disais, je suis trop timide et je vais pas parler de mon produit tout de suite. En plus, il n'était pas parfait à ce moment-là, donc finalement, c'est pas si mal. Mais non pas que mon produit soit actuellement parfait, mais en gros, avant, il n'était pas assez aligné avec des piliers de la santé. Des piliers temporels. Et du coup, j'avais recruté une personne, je lui donnais le tiers de mon salaire. Donc je me disais, d'ailleurs, le lundi, le mardi, quand je travaillais, je me disais, voilà, je travaille pour elle, en fait, pour qu'elle fasse des articles de blog pour moi, et puis pour qu'elle fasse, en gros, mon marketing, parce qu'elle avait une communauté Instagram d'entrepreneuses, et je me disais, comme ça, elle allait pouvoir parler de mes lunettes. Mais j'étais à l'ouest. Et évidemment, ça ne s'est pas bien passé. Et après, je suis arrivé en Suisse et puis je me suis relancé dedans à fond. Je me suis dit, ok, je vais à fond dedans. Et là, en fait, j'ai commencé à montrer mon visage en ligne. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. Je dis juste que pour moi, ça a été l'un des éléments déclencheurs. Ça a été ma chaîne YouTube et j'ai que 2000 abonnés sur YouTube. Donc, très franchement, c'est rien. Mais en fait, quand vous parlez, quand vous posez les mots justes et simples à des personnes qui sont prêtes à entendre ces choses-là, eh bien, les gens après ils vous contactent et puis ils vous disent déjà que vous changez leur vie rien qu'avec des vidéos gratuites. Donc ça, on sait qu'on est sur la bonne voie parce que du coup, moi j'ai commencé à me sentir de plus en plus aligné et d'avoir toujours l'énergie de faire ce que je fais. Et aussi après, je me suis un peu plus investi dans Instagram. Donc voilà, je suis obligé dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé d'employer ces mots YouTube, Instagram. C'est obligatoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut... En fait, vous pouvez garder votre authenticité, quoi. Et je pense que c'est même, d'ailleurs, c'est la plus grande force. C'est votre plus grande force, c'est de garder votre authenticité et d'apporter votre valeur gratuitement. Moi, je parlais pas forcément... Je parlais de temps en temps de mes lunettes
sur mes vidéos YouTube ou sur Instagram, mais très souvent je parle de... ça me fait penser à une présentation de Simon Sinek, je crois, ouais. Où il dit que Apple, en fait, ils arrivaient à vendre parce qu'ils disaient en quoi ils croyaient. Et en fait, alors moi ça je le faisais instinctivement, mais en gros, en quoi je crois ? Je crois en la lumière, je crois en la réparation nocturne de notre physiologie, donc je crois en l'obscurité, le respect de l'obscurité. Et je parlais de ça, et je parlais aussi d'autres piliers pour moi qui sont importants dans la santé, mais qui sont liés à ça en fait, c'est l'alimentation. Parce qu'avant ça, avant la lumière, pour moi, la santé c'était alimentation, sport. Et pour tout le monde, c'est ça aujourd'hui. Et sommeil, mais en fait, je le comptais même pas dedans. Parce que je me disais, si je fais du sport, je vais bien dormir, si je mange bien, je vais bien dormir. Mais je pensais pas à exposition à la lumière naturelle pendant la journée, éviter la lumière artificielle pendant, c'est un mot compliqué, mais pendant mes périodes physiologiques nocturnes éveillées, donc le soir et avant le lever du soleil. Et donc, j'ai commencé à parler de ça sur YouTube. Et ensuite, de plus en plus de personnes m'ont envoyé des messages, notamment du coup sur Instagram. Et aussi, j'ai commencé à plus aussi montrer un peu ma vie sur Instagram, mais avec, quand même avec des limites. Et aussi, là, c'est là où mon expérience sur les sites web, etc. m'a été utile parce que j'ai employé un développeur, qui d'ailleurs, pour le coup, était le développeur avec qui je travaillais pour créer des sites web pour des médecins esthétiques, donc c'était marrant. Et on a créé mon site. Et en fait, le plus important, c'est pas avoir un bon site, c'est même pas avoir des bonnes vidéos, c'est avoir un bon produit. Et pour avoir un bon produit, en fait, je fais un truc sur l'entrepreneuriat, mais parce que c'est surtout ce que je veux vous dire là, hein, c'est vraiment ça. Mais je pourrais vous parler des heures sur les mitochondries et tout, mais en fait, le produit, ça a été vraiment la base parce que je me disais, mais c'est pas possible que, en fait, à partir du moment où j'ai vraiment eu un spectromètre et où j'ai commencé à faire mes propres tests, j'ai compris ce que les autres faisaient de faux et ce que moi, j'allais faire de juste. Mais sauf que quand vous allez faire un truc juste et que vous allez parler à des partenaires fabricants pour un produit physique, franchement, il faut s'accrocher. Parce qu'à moins d'avoir 1 million sur le compte en banque et puis de faire des erreurs, de dire « Ok, je peux faire un dépôt de X euros, pas de problème, tu crées mon produit ». Mais sinon, qu'est-ce qui marche ? En fait, c'est la conviction. C'est la conviction, c'est le fait de faire comprendre. Et ça, en fait, j'ai réussi à faire comprendre ça à mes partenaires fabricants, mais seulement après 3 années d'acharnement, en fait. Après toutes les erreurs, après tout ce que j'avais appris de faux, y compris sur PubMed, sur la lumière bleue artificielle et sur la lumière naturelle. Comme quoi les ultraviolets sont nocifs. Donc Olivier, effectivement, si vous lisez par exemple les brevets d'Essilor, les ultraviolets sont nocifs parce que c'est les longueurs d'onde, c'est les ondes qui sont les plus énergétiques. Et encore, c'est pas les plus énergétiques, mais on va dire que c'est celles auxquelles on est confronté qui sont les plus énergétiques. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est un des trucs qu'on voit un peu en S, en scientifique, mais vous avez le spectre électromagnétique qui nous est donné par, en gros, les objets célestes, mais en particulier le Soleil. Et trois trucs. Là, je vais juste parler de lumière, je ne vais pas parler d'électromagnétisme parce que sinon on parlerait aussi des rayons gamma, des rayons X, des ondes radio, des micro-ondes qui sont très importants à traiter, mais on ne va pas en parler. Et juste pour la lumière, on a les UV, on a le visible. Je regarde juste. Dommage. Ça va, Charles. Et là, on a les infrarouges. Ok. Du coup, pendant combien de temps les êtres vivants ont vécu avec ça, et même avec ça et ça, pour vous ? 4,5 milliards d'années. Ok, bon, en vrai, les cellules, etc., ça existerait plutôt depuis 2 milliards d'années. Mais tout ça, c'est présent depuis 4 milliards d'années. En gros, le vivant s'est habitué, s'est adapté à ça. Rythme des saisons, rythme circadien. Et nous, aujourd'hui, on se dit... Donc ça, c'est en fonction de quoi, d'ailleurs ? Bon, donc ça, hop. Ça, c'est la longueur d'onde, donc lambda. La longueur d'onde, c'est quoi ? C'est une distance. C'est la distance qui sépare deux maxima consécutifs, donc deux maximums consécutifs d'une onde. Les ondes, elles peuvent être de type mécanique, comme le son, de type électromagnétique, comme la lumière, ou de type gravitationnel, c'est la déformation de l'espace-temps.
c'est les trois grands types d'ondes connues. Et l'onde électromagnétique, c'est vraiment capital. Et la lumière fait partie des ondes électromagnétiques. C'est pour ça que les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, il me semble. Et le visible, du coup, en fait, il est moins énergétique que les ultraviolets parce qu'il y a une loi qu'on apprend, je me souviens, en terminale, c'est E égale H nu. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des scientifiques non. Un peu hein? Ouais. Ingénieur, carrément, ouais. Vous êtes, voilà. Moi, je travaille sur le laser. Ok, du coup, Olivier est ingénieur. Et donc, c'est l'équation, c'est la relation de Einstein-Planck. E égale H nu. Ça veut dire quoi? Que l'énergie d'un photon, donc un photon, c'est une particule de lumière. Le photon, en fait, il se déplace, il fait comme ça. Et l'énergie qui est transportée par un photon, et qui peut être très importante, tout comme elle peut donner des coups de soleil, mais elle peut être très importante pour faire des choses dans notre physiologie, dont je vais peut-être pouvoir vous parler, on va prendre un peu le temps de ça. Mais cette énergie, elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, parce que E égale H nu, nu c'est la fréquence de l'onde, et pour une onde électromagnétique, sa fréquence c'est C sur lambda, en gros, donc c'est la vitesse de la lumière sur lambda. Ça veut simplement dire que E égale H fois 1 sur lambda, fois E égale H fois C sur lambda. Donc le lambda, il est en dessous, ok? E égale H, c'est nu, je crois que c'est comme ça. Et ça, pour une onde électromagnétique comme la lumière, c'est égal à C sur lambda. C'est-à-dire que plus vous diminuez le lambda, plus l'énergie augmente. Ok? C'est-à-dire que plus vous vous trouvez à gauche, là, plus il y a de l'énergie. Et plus vous vous trouvez là-bas, moins il y a d'énergie. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, les infrarouges. Mais ça veut dire que les ultraviolets, c'est vrai que c'est ça qui donne les coups de soleil. Et c'est vrai que c'est ça qui, selon les brevets d'Essilor, etc., donne des DMLA, donne des trucs. Et c'est vrai. C'est vrai, mais comme deux choses peuvent être à la fois, enfin, comme une même chose peut être vraie et fausse à la fois. C'est vrai si on a modifié notre environnement lumineux en journée et après le coucher du soleil. Mais si on se réhabitue, et notamment avec des piliers comme la mélanine, comme la mélatonine, comme les mitochondries, donc la santé mitochondriale, comme les neuromédiateurs, et comme aussi l'harmonie qui se passe en fait entre notre peau, notre système nerveux, et donc en l'occurrence aussi nos yeux qui sont du système nerveux à partir de la rétine, eh bien, si on rétablit cette harmonie-là, on comprend en fait que les ultraviolets et même tout le spectre électromagnétique est important pour notre santé, notre bien-être et notre performance. Et donc moi, le problème que je résous, et encore je ne le résous pas totalement, parce que la vraie façon de le résoudre, c'est le mode de vie, mais c'est quelque chose, c'est un produit physique qui s'intègre dans un mode de vie, eh bien, pardon, je disais quoi ? La façon dont je le résous, c'est uniquement, moi, pendant les périodes physiologiques nocturnes éveillées, avec le premier type de produit. Et ensuite, j'ai commencé à faire autre chose aussi pour la journée, mais tout se base sur ultraviolets visibles et invisibles. Et ce que font... Enfin, comment commencer ? Je vais commencer par vous dire que la lumière visible, du coup, en fait, on a à peu près... Ce qui nous est donné par le soleil, c'est ça. En gros, c'est ça. Ça veut dire qu'on a du visible. Nous, on craint les ultraviolets, donc on les bloque avec des murs, des fenêtres, des lunettes anti-lumière bleue pendant la journée, des lunettes de soleil, des crèmes solaires, beaucoup d'autres trucs. Les infrarouges, pareil, on les bloque avec les mêmes choses. Même le visible, on le bloque avec des lunettes anti-lumière bleue pendant la journée, avec des lunettes de soleil, etc. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que le soleil nous donne plus de la moitié de sa lumière. Elle est invisible, infrarouge et ultraviolet. Et si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Et donc par exemple, si on peut commencer par les ultraviolets, dans nos yeux, on a, et ça quand j'ai commencé à l'apprendre et à le comprendre, en fait c'est quelque chose qui expliquait mon ressenti, si vous voulez. C'est pour ça que je vous parlais de l'instinct naturel. Parce que certes la science c'est bien, mais en fait la science c'est biaisé de base. C'est des études faites sous de la lumière artificielle, on va mettre une lampe UV sur des cellules qui n'ont aucune ressource antioxydante, qui sont ni connectées à la Terre ni connectées au Soleil, et on va voir ce que ça donne, et oui, il peut y avoir des problèmes.
c'est comme un laser, quoi. Un laser, bah oui, on peut prouver que la lumière c'est dangereux avec un laser. Ou on peut prouver que trop de magnésium crée une hypermagnésémie et ça va nous causer des problèmes cardiaques. Mais sauf que le magnésium, ça reste vital en fait dans notre eau. Et c'est comme si on va pas se mettre à boire de l'eau distillée d'un coup, sous prétexte que le magnésium est dangereux. Mais pourtant, on fait pareil avec les ultraviolets, on fait pareil avec les infrarouges. Les infrarouges, il faut savoir que c'est de la chaleur. Donc en fait, globalement, pour réduire la facture d'électricité, pour pas avoir pas trop de climatisation et pas trop de chauffage, pas trop de climatisation en été, et ben en fait, on fait des fenêtres aujourd'hui quand même qui bloquent les infrarouges. Et qui bloquent aussi, là, toutes les fenêtres récentes bloquent les ultraviolets. 100% des ultraviolets. Et souvent quand même, une grande partie, voire tous les infrarouges, ça dépend de quelle fenêtre. Le visible aussi est extrêmement bloqué, notamment par les fenêtres des voitures, par les fenêtres tout ce qui est teinté, tous les transports publics en fait. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on comprend que du coup, pendant la journée, nous, quand on est à l'intérieur, et ça c'est quelque chose de très récent par rapport à notre évolution, on a 99% de notre temps, on a été nomade à l'extérieur, connecté à la Terre, connecté au Soleil. Par contre, on avait peur de ne pas pouvoir manger, on avait peur d'être au mauvais endroit, donc on bougeait et on cherchait à manger. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui explique de pourquoi aujourd'hui on cherche toujours la solution dans l'alimentation et dans le sport, ce qui est important. Mais en fait, il faut que ce soit le sport pendant la journée, éviter après le coucher du soleil, et surtout d'éviter la lumière artificielle et l'électromagnétisme artificiel. Et du coup, pendant la journée, donc en fait, on n'a pas d'ultraviolet dans nos yeux comme sur notre peau, qui ont des récepteurs dont je vais vous parler. On a différents types de récepteurs, mais en fait, ils communiquent un peu avec les mêmes types de langage, qui sont des photopigments, enfin des photorécepteurs non visuels. Donc des choses qui servent à capter la lumière, mais pas à voir. Et donc on a 0 ultraviolet, très souvent 0 infrarouge, si typiquement on travaille dans un bureau jusqu'à de 7h à 18h, et très peu de visible, juste pendant la pause. Enfin, on a du visible, mais on a du visible comme ça, donc artificiel, et on a un peu de visible naturel, et aussi quand même un peu UV hier, heureusement. Mais du coup, pareil, ça dérègle aussi un pilier qui est notre cycle de température, notre santé mitochondriale. Nos mitochondries servent à créer de l'énergie, et elles servent aussi à créer de la chaleur. Et en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes aiment les douches froides, les bains froids, etc. C'est parce que le fait de les exposer au froid permet de réentraîner les mitochondries à être en bonne santé et à créer de la chaleur. Et sauf qu'en étant chauffé pendant l'hiver, pendant tout l'hiver, et ben en fait, on déshabitue notre corps et du coup, on a toujours trop froid ou toujours trop chaud en été. Alors qu'en fait, on est des mammifères qui, normalement, s'adaptent à tout ça. Et donc, en gros, simple, le problème, il est simple, parce que là, j'ai employé plein de mots compliqués, mais le problème est très simple en ce qui concerne notre environnement lumineux, c'est que pendant la journée, on est beaucoup trop à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a trop de murs, il y a trop de fenêtres. En plus, problème du cycle de température. Mais pendant la journée, on est beaucoup trop à l'intérieur, donc on n'expose ni notre peau, ni nos yeux à la lumière naturelle. Donc effectivement, quand on sort, après, on a besoin de lunettes de soleil, on a besoin de crème solaire quand on va à la plage, parce que du coup, on a totalement désentraîné notre corps, en particulier par la mélanine. Mélanine qui, selon les dermatologues... Quelqu'un sait à quoi sert la mélanine ? Non. Excellent. Exactement. Il y a mélanine, mélatonine, et il y a même mélanopsine. C'est la couleur de la peau. Ça joue un rôle, exactement, ça joue un rôle dans la pigmentation de la peau. Et donc le rôle principal actuel depuis les années 1900 à peu près de la mélanine, mais en fait c'est pas le rôle principal, mais c'est le rôle connu, c'est le rôle de crème solaire naturelle. Vous avez une bonne mélanine, du coup vous n'allez pas avoir de cancer de la peau parce que vous n'avez pas de coup de soleil. Et vous avez une peau blanche, du coup il faut craindre le soleil et mettez de la crème solaire qui existe depuis 1930-1940, et sachant que les êtres humains ont quand même survécu jusqu'à l'avènement de la crème solaire et des lunettes de soleil. Et la mélanine, c'est quelque chose de clé pour comprendre l'entraînement de notre corps à l'énergie du soleil. Est-ce que vous savez pourquoi les oiseaux, il y a des oiseaux comme par exemple la barge rousse, mais en gros il y a plein d'oiseaux qui arrivent à faire des distances phénoménales sans manger, sans boire, sans s'arrêter d'ailleurs. Vous savez ? Il y a la barge rousse, elle fait 11 000 km de l'Alaska jusqu'en Nouvelle-Zélande. Elle fait ça grâce à la mélanine. La mélanine, elle est présente sur toute la Terre, chez tous les êtres vivants, dans le tronc des arbres, dans les racines des arbres, chez nous, dans notre peau, dans nos yeux, quasiment partout dans nos yeux, dans nos cheveux,
nos poils. Et la mélanine, en fait, je vous conseille le livre d'Arturo Solis Herrera, Mélanine de Master Molecule, sert, un peu comme la chlorophylle des plantes, à créer de l'énergie. Elle sert à créer de l'énergie en faisant quoi? En dissociant la molécule d'eau. Elle dissocie la molécule d'eau. Donc en fait, on a besoin, pour la vie sur Terre, d'eau, de magnétisme et de lumière. Mais si on n'a pas de lumière, ou si on a de la mauvaise lumière, si on a aussi de l'eau de mauvaise qualité par exemple, et si on a de l'électromagnétisme artificiel, les maladies arrivent. Et aussi, juste le mal-être arrive, tout simplement. Et donc, comment ils font? En fait, ils ont du coup, avec leurs ailes, avec leurs plumes, ça achemine les molécules d'eau qu'ils ont dans l'air, qu'ils trouvent dans l'air. Et avec le fait de battre des ailes, ça achemine les molécules d'eau jusqu'à une sorte de surface un peu creuse qui amène l'eau jusqu'à leur peau, qui contient de la mélanine. Et comme ça, la mélanine transforme la lumière en énergie chimique, utilisable. Et on fait pareil. Alors, on ne fait pas comme ça, mais on fait pareil. Oui. J'ai une petite commentaire. Je suis finlandaise. En Finlande, il y a beaucoup de lumière tout l'été, Oui. et il n'y a pas de lumière en hiver. Alors, oui. Bon, et comment on gère ça? En plus, j'ai une amie finlandaise qui est morte de cancer de peau à 50 ans. Alors, voilà. Ça me met plein de questions comme ça. Bien sûr. Alors, déjà, les Finlandais aussi aujourd'hui ont un environnement lumineux qui n'est plus du tout le même que leurs ancêtres. Ils ne sont plus... Avant, ils étaient dans le noir en hiver. Mais il y a plein de choses qui ont changé. Plein de choses qui ont changé. Aujourd'hui, globalement, vraiment pour répondre le plus simplement possible, ils ne sont plus assez connectés à la Terre, donc au champ électromagnétique de la Terre, avec les semelles, avec les murs, avec le sol. Et qui nous donne énormément de ressources antioxydantes pour gérer l'énergie de la lumière en fait. Parce que si on n'a pas ces ressources antioxydantes et qu'on se déconnecte aussi du soleil, là du coup on a les coups de soleil qui donnent le cancer de la peau. Mais du coup comment ils font? Déjà ils ont beaucoup de lumière pendant l'été et aussi la génétique. La génétique, justement par exemple par rapport à la mélanine, les yeux bleus et le teint de peau très blanc, c'est lié en fait au fait qu'il y a moins de mélanine, et le fait qu'il y ait moins de mélanine permet à la base en fait c'est pas que les gens sont plus sensibles aux effets néfastes de la lumière, mais c'est à la base pour permettre à ces personnes-là de faire venir la lumière plus simplement dans leur corps. Contrairement par exemple aux personnes des pays équatoriaux tropicaux, où là du coup il y a beaucoup de mélanine pour bloquer davantage et pouvoir quand même utiliser l'énergie de la lumière. Mais donc en fait, il y a vraiment plein de variables dans cette réponse, mais globalement il y a beaucoup de lumière pendant l'été, et pendant l'hiver, depuis des milliers de générations, ils se sont habitués à ça. Ils se sont habitués au fait qu'il y ait peu de lumière. Et les cancers de la peau, aujourd'hui ils augmentent énormément, mais parce qu'il y a tellement d'interactions avec aussi le système immunitaire qui est potentialisé par la lumière naturelle, par un bon sommeil, qui sont les deux liés, lumière naturelle et bon sommeil, et qui sont justement le système immunitaire qui est affaibli par la lumière artificielle et l'électromagnétisme artificiel. Et du coup, les cancers de la peau, ils sont en augmentation, alors que l'environnement lumineux des gens, en fait, il est de moins en moins en rapport avec le soleil. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins exposé au soleil. Et ça, c'est un paradoxe dont aucun dermatologue va vous parler. Ou ophtalmologue. Parce qu'en fait, ça remet en cause tout ce qu'on apprend en médecine. Ça remet en cause, enfin pas tout ce qu'on apprend en médecine, mais des choses clés qu'on apprend en médecine, comme par exemple que les ultraviolets sont dangereux ou des choses comme ça. Mais quand on commence à comprendre que progressivement, quand on se réexpose progressivement à la lumière naturelle, quand on redort progressivement bien, quand on a moins de problèmes de concentration, etc., en se reconnectant à notre nature, quand on commence à comprendre ça, en fait, on voit autre chose que ce qui s'appelle en fait, notamment je pense à Dr Jack Kruse, qui est américain, qui parle de médecine centralisée et de médecine décentralisée. Et c'est comme les cryptos et la banque. Les cryptos, c'est la finance décentralisée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus un mouvement dont finalement je fais partie, mais sans l'avoir su au début, mais c'est la médecine décentralisée. Et donc je vais vous parler peut-être de ce que font les autres concernant des lunettes
Et puis de ce que je fais, si ça vous dit, sauf si vous avez des questions. Parce que en fait, là, ça avance très très vite. Donc en fait, moi je propose que tu continues pendant 5-10 minutes max. Et qu'après, on passe un temps d'échange. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Parfait. Ça marche. Donc, est-ce que quelqu'un a des lunettes anti-lumière bleue là? Est-ce que quelqu'un est sûr d'avoir le filtre anti-lumière bleue sur ses lunettes? Donc là, en fait, on a un pic de lumière bleue, ok. Il est à, c'est de la longueur d'onde. Il est à 400. Il est pas, il est à 450. 35. Il est en dessous de 450. Il est à 449, ok. Est-ce que vous voyez de la lumière en dessous de ça qui est émise? En dessous de 430, il n'y a pas de lumière qui est émise. Est-ce que là, vous voyez de la lumière qui est émise en dessous de 430 nanomètres? Légèrement. En dessous de 420, est-ce que vous en voyez? Ouais, non. Vous voyez de la lumière qui est émise en dessous de 420 nanomètres? Là, vous avez 420, ok. 430, c'est chiant. Vous avez le 430 qui est juste là. D'accord. Vous avez un pic de lumière. En dessous, il n'y a pas de lumière qui est émise, d'accord. Du coup, on va voir juste si ces verres bloquent la lumière des écrans. Je refais exactement le même, parce que là, j'avais changé. Ok. Là, j'ai pas mes lunettes. Ça, c'est le problème. Oui, c'est bon. Ah, ok. C'est juste du marketing. Incroyable, hein. Pourquoi ça n'a rien changé? Parce que ces verres, je peux montrer avec tous vos verres, ce sera pareil. Oui. Parce que ce verre-là, tous les verres anti-lumière bleue actuels bloquent la lumière sous 420 nanomètres ou 410 nanomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vous bloquent pendant... Donc en fait, ça veut dire qu'ils sont... Déjà commençons par une chose... Pardon. Commençons par une chose importante, ça veut dire qu'ils sont 100% inefficaces. Parce qu'en fait, et là c'est incroyable, mais ça il faut le tester. Vous pouvez regarder par exemple sur YouTube, Instagram, tous les tests que je fais, mais je suis sûr de moi, toutes les sources de lumière artificielle actuellement, à part les lampes UV, mais n'émettent pas de lumière, donc les sources de lumière qui servent à nous éclairer et à communiquer, n'émettent pas de lumière sous 430 nanomètres, sous 440 nanomètres. 0%. Et donc pourquoi ils ont développé ça à part pour en faire plus? En dessous de 380 nanomètres, on ne voit pas. 380 ? Eh oui, du 380 à 500 nanomètres, c'est la lumière bleue et la lumière violette. Le violet, on est censé le voir. Et en fait, vous avez des lunettes contre la lumière un peu violette. C'est pour ça, d'ailleurs, ils vous font le test avec une lumière, mais qui en fait est violette. Et je ne sais pas si vous voyez le test dont je parle, les opticiens. Ils ont un petit test avec un laser violet. Et en fait, ce test, vous le mettez sur un spectromètre, c'est de la lumière à 410 nanomètres. Effectivement, votre verre bloque à 410 nanomètres. Mais il bloque 0% de la lumière artificielle. Donc les écrans et ça. Il bloque 0% de ça, 0% de ça, je pourrais refaire pareil avec ça. Il bloque 0% de la lumière artificielle. Écran d'ordinateur. Alors la lumière artificielle... Un filtre directement sur l'écran, quoi. Et le filtre sur l'écran, du coup, ça sera bien, parce que du coup, ça va réduire l'émission de lumière bleue, mais ça va la déplacer déjà sur du vert et du jaune, qui dans tous les cas aussi est nocif parce que c'est artificiel et parce que c'est allumé à un moment qui n'est pas selon votre physiologie. Après le coucher du soleil, normalement, vous avez l'obscurité, à la limite la lumière de la lune et des étoiles. Et donc, c'est totalement inefficace. Donc en journée, c'est aussi... Et alors, attendez, c'est pire. En fait, donc c'est 100% inefficace. Mais le problème, si on comprend à quel point je vous ai pas dit en fait que les ultraviolets vous permettent de vous concentrer parce que les ultraviolets sont absorbés par des acides aminés aromatiques dans nos yeux, ok, pour transformer ces acides aminés aromatiques en différentes choses. La tyrosine qui se transforme en dopamine, donc qui est importante pour la motivation, pour le plaisir, pour le mouvement. Dopamine qui se transforme en noradrénaline aussi, qui est importante pour la concentration. Le tryptophane aussi qui donne la sérotonine, c'est un acide aminé aromatique qui a besoin des ultraviolets pour se transformer en sérotonine. Et la sérotonine se transforme en mélatonine aussi. Donc tout ça, c'est un domaine qui a l'air complexe, mais simplement que, en fait, en gros, la nature, elle est faite... Nous, on est des êtres de la nature qui sont faits pour marcher avec le soleil et pour percevoir le soleil dans nos yeux et sur notre peau. Et du coup, certes, vos lunettes sont inefficaces. Le soir, au moins, elles sont juste inefficaces. Mais en journée, elles sont nocives.
Alors, dans la mesure où elles vous permettent de voir net, c'est bien parce qu'elles sont pas nocives, parce qu'elles vous permettent de voir net. Mais il vaut mieux ne pas prendre le filtre anti-lumière bleu. Enfin, bleu. En vrai, il bloque un petit peu de bleu. Hein. Il bloque sous 420 nanomètres, donc il bloque un peu de violet, un peu de bleu, mais il bloque 0% de la lumière artificielle. Il vaut mieux avoir l'ordi dehors, en fait. Exactement. L'une des grandes solutions, c'est d'avoir l'ordi dehors, parce que, en fait, la lumière naturelle va compenser les effets néfastes de la lumière artificielle pendant la journée. C'est dingue, hein. Il vaut pas avoir une véranda dehors. Et il faut avoir une véranda. Et j'allais dire, il faut avoir une véranda avec des fenêtres relativement anciennes. Et les fenêtres. Ouais, et il faut ouvrir les fenêtres aussi, hein, tu vois. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et du coup, pendant la journée, vous synthétisez pas bien votre dopamine, votre sérotonine, votre mélatonine aussi qui se synthétise pour la journée. Tout à fait. Mais c'est rien de personnel. C'est le monde qui avance. C'est le monde qui avance. Mais Et c'est les lettrages qui avancent aussi, c'est vrai. Mais du coup, la solution, elle est un peu complexe, pas si complexe que ça, elle est simple, mais en fait, c'est quelque chose de nouveau. Et du coup, ça a l'air complexe au début. La solution, en fait, c'est d'être dehors pendant la journée. Alors, c'est très difficile en fonction de sa carrière. Sans lunettes. Sans lunettes. Sauf du coup, si vous avez vraiment besoin de voir net, si par exemple vous conduisez... Les corrections, c'est pas bon, je trouve. Si vous conduisez, en fait, le mieux, même si vous avez une correction, c'est de ne pas mettre vos lunettes. Vous allez améliorer votre vue, et pourtant j'ai une marque de lunettes. Vous allez améliorer votre vue, vous allez améliorer votre humeur, vous allez tout améliorer. On a donné les moi j'avais le lire. Et ben, Il ne faut pas changer tout le temps. Donc on peut pas... vous pouvez pas changer tout le temps, mais au fond, personnellement, je le fais, je change tout le temps, et c'est bien mieux comme ça, de porter les lunettes le moins possible en journée. Maintenant, si vous êtes dans un bureau, c'est difficile, mais si vous arrivez à être plus dehors pendant la journée, là, du coup, vous pourrez moins porter vos lunettes et vous sentir beaucoup mieux comme ça. Mais par contre, pendant vos périodes physiologiques nocturnes éveillées, eh bien là, tout le monde est concerné par le problème de la lumière artificielle. Et là, c'est mes lunettes, effectivement. C'est mes lunettes qui sont soit avec correction pour les personnes qui d'habitude portent des lunettes, donc les myopes, les astigmates, presbytes, hypermétropes, ou aussi sans correction visuelle pour les personnes qui d'habitude ne portent pas de lunettes mais qui veulent mieux dormir, ne plus avoir de migraine ou beaucoup moins, être mieux concentrés, rétablir naturellement leur sécrétion de mélatonine, avoir beaucoup moins de dépression saisonnière. Et on va s'arrêter, pour moi il y a deux types de produits dans la santé. Il y a les produits qui imitent le naturel et les produits qui bloquent intelligemment l'artificiel. Et les produits qui imitent le naturel, pour imiter la nature, c'est quand même pas facile. Pour imiter les bienfaits du soleil, avec un panneau infrarouge, par exemple, qui est une LED, pareil, qui est extrêmement récente par rapport à l'histoire de notre évolution, pour avoir les mêmes bienfaits, c'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas. Surtout, bon, je ne vais pas développer, mais il y a beaucoup de choses à critiquer sur certaines choses qui imitent le naturel. Alors que de bloquer intelligemment l'artificiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire au bon moment. Et ben, à partir de ce moment, enfin, quand on fait ça, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie, sans que ce soit la seule chose, parce que la deuxième partie de l'équation, c'est l'environnement lumineux et électromagnétique aussi pendant la journée. Bon, en gros, il y a une partie qui est sur les lunettes et une partie qui dépend uniquement de nous. C'est le mot important. Donc c'est à nous de prendre notre santé en main. Je pense qu'on est le premier acteur de sa santé. Exactement. Voilà. On va peut-être s'arrêter là et on va proposer d'échanger un petit peu, je sais pas, de boire un verre. Ouais, bien sûr. Et puis voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci à vous. Oui. Là, vous avez une question, vous en avoir beaucoup. Gentil, je vous déconseille. C'est quoi le principe de fonctionnement? Ouais, je vous déconseille. Comment? Le principe de fonctionnement. Du coup, c'est de bloquer le bleu, le jaune, le vert artificiel après le coucher du soleil et avant le lever du soleil. Pourquoi ça ne marche pas en journée alors? Parce que, très bonne question, un verre de lunettes ne peut pas faire la différence entre un photon naturel et un photon artificiel. C'est-à-dire que si vous le mettez devant vos yeux, il va bloquer le soleil aussi. Or, c'est ultra vital. Et en fait, du coup, vous enlevez vos chances d'avoir une bonne santé qui est perçue par les yeux. Et à côté de ça, vous allez bloquer certes l'écran qui est devant vous, et encore, la plupart des lunettes ne marchent pas. Et sauf que vous n'aurez pas le naturel, et du coup, tout simplement, vous vous sentirez mal. En fait, quand on bloque, si vous portez par exemple, là, les lunettes que je porte actuellement, pendant la journée, vous vous sentez mal. Donc en fait, c'est une solution qui est selon la temporalité. Et ça change en fonction des saisons. C'est pas les mêmes. C'est ça par rapport aux lentilles. Les lentilles, c'est pas bon
par d'abord le problème de l'oxygène, en gros. La cornée, ça respire. Ça respire avec l'extérieur. Et du coup, en fait, vous créez une inflammation dans la cornée. Et aussi, en plus, vous bloquez les ultraviolets avec les lentilles. C'est quoi ton Insta? Loïs Kedoshim. Alors, vas-y.